Alors, la société holding, pourquoi on va la créer? Comme je vous disais, c'est avant tout pour bénéficier d'un effet de levier juridique, financier et fiscal. Ça va être aussi comporter le gros avantage de structurer plusieurs entreprises. Par exemple, j'ai plusieurs sociétés d'exploitation et plutôt que d'être associé ici, là, de mettre des salariés qui pourraient travailler pour toutes les structures, ce serait plutôt d'organiser en mettant les fonctions support plutôt sur la société holding. Deuxième avantage aussi, c'est pour dissocier le capital du pouvoir. Donc, en logeant dans la société holding certains associés, un associé qui voudra peut-être s'associer avec une autre personne, ça permet de séparer les activités. Ça permet aussi de les séparer si un jour on a envie de transmettre une entreprise. Il est plus facile de céder des parts par une société holding plutôt que de céder une branche d'activité, un fonds de commerce qui sont un peu plus complexes, des fois plus coûteux, surtout pour le vendeur. Et ça permet en fait de diviser les différentes activités si la structuration est bien organisée. L'effet de levier financier, il est surtout énorme. Et c'est ce qu'on verra, le gros avantage, c'est que ça permet d'acquérir une activité en empruntant, grâce à un LBO, en minimisant les apports propres de l'entrepreneur. Gros avantage aussi au niveau fiscal qui seront beaucoup plus développés par Laurent Berthera, mais c'est un effet de levier important. Et faciliter aussi la transmission. Donc, on a parfois certains entrepreneurs, dès lors qu'ils ont à moyen ou long terme le projet de vendre leur entreprise ou de la donner, il peut être opportun d'anticiper cette structuration pour bénéficier des effets de levier, surtout fiscaux. Donc, comme on le disait, l'effet de levier juridique permet la différenciation entre le pouvoir et le capital, contrôler de manière séparée les différentes structures, une meilleure organisation et faciliter la transmission. Alors, il y a plusieurs façons de créer, d'organiser un groupe de sociétés. Vous avez la structuration la plus simple qui est l'organisation en râteau. C'est-à-dire que vous avez une société filiale avec une société holding avec plusieurs filiales à un niveau. L'avantage par rapport à l'autre structuration, c'est que c'est une structuration qui est beaucoup plus simple, moins coûteuse, il y aura moins de coûts de fiscalité, de création. On peut avoir aussi une structuration pyramidale qui, elle, va être mise en place quand il y a des intérêts plutôt différents. Ça veut dire que je vais avoir une société holding avec peut-être d'autres associés qui vont avoir besoin de leur société holding pour un emprunt, par exemple. Donc, on dissocie au niveau du capital pour acheter d'autres filiales ou sous-filiales. L'avantage de cette structuration, c'est que ça permet de distinguer les intérêts qui sont différents. L'inconvénient, c'est que c'est une organisation qui est beaucoup plus stricte et comme on le verra plus tard dans la mise en place des conventions de prestations intra-groupe, qui va nécessiter beaucoup plus de lourdeur et de rigueur. Le gros inconvénient également dans cette structure pyramidale, c'est qu'on ne peut pas bénéficier du taux réduit d'IS qui nécessite un seul niveau d'interposition qu'on retrouve dans la structuration en râteau. Alors maintenant, comment on crée une société holding? J'ai oublié de dire dans la terminologie que on a, nous, par nature, par habitude, on parle de une société holding. Parfois, vous pouvez trouver aussi le terme un holding. Nous, on utilise plutôt une. C'est le côté féministe chez Agori. Alors, pour créer une société holding, eh bien, au premier abord, on peut penser que c'est une simple société. Donc, c'est une société, certes, qui va détenir des participations, mais c'est une société. Donc, elle va faire l'objet d'un formalisme, d'une création, comme une société lambda, ou société opérationnelle, dans la plupart de nos cas. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser
plusieurs formes juridiques pour la création de cette société holding. L'avantage d'avoir un conseil, c'est non seulement d'organiser ce groupe de sociétés, la holding, mais c'est aussi de choisir la forme juridique idéale pour votre projet en fonction de plusieurs critères qui vont vous avantager sur une structure juridique ou une autre. Alors, on crée une société holding, on peut la créer sous forme de société par action simplifiée ou société par action simplifiée unipersonnelle, donc avec un seul associé, soit en société civile, soit en SARL ou EURL. Quand est-ce qu'on va choisir une forme juridique plutôt qu'une autre? Eh bien, ça va être en fonction de la situation du dirigeant, de son âge, de son état de santé, de son régime matrimonial, de la volonté d'avoir plus ou moins une opacité par rapport au compte, aux résultats de la structure. Et on a donc la chance de pouvoir choisir des formes juridiques en fonction de ces différents critères. Quand est-ce qu'on va choisir la société par action simplifiée? On va choisir la société par action simplifiée quand on va vouloir, premier critère, c'est faire bénéficier le dirigeant d'un statut protecteur en termes de sécurité sociale, puisque c'est un régime qui est beaucoup plus protecteur. Comme il est beaucoup plus protecteur, il est aussi plus coûteux. C'est pour ça qu'il y a un arbitrage à faire en fonction de la rémunération pour l'optimiser. Donc si on a tendance à pas rémunérer ou rémunérer faiblement le dirigeant, on va avoir tendance à conseiller la SAS. Si on a une stratégie plutôt de dividende, eh ben on va conseiller aussi la SAS, ça va être l'un des avantages. Si on a pour stratégie à moyen ou long terme de céder cette société holding, même si c'est pas forcément ce qu'on va conseiller, on a tendance à dire qu'il faut garder sa holding, mais s'il y a un objectif de cession, la cession dans une société par action est beaucoup moins coûteuse, elle est plus souple, elle est plus facile à réaliser et les droits d'enregistrement sont aussi plus avantageux parce qu'on a des droits d'enregistrement de 0,1%, contrairement aux sociétés civiles ou aux SARL, on a des droits d'enregistrement de 3%. En revanche, l'inconvénient, ça va être le coût de la rémunération. Si on a un dirigeant dans une société holding qui va avoir une rémunération élevée, les charges sociales vont être plus élevées puisqu'on a un régime plus protecteur. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme autre avantage dans la SAS? Si on a une stratégie de dividendes, donc là, si l'associé dirigeant qui veut se distribuer des dividendes, c'est quand même moins taxé. On n'a pas l'assimilation rémunération et donc soumission aux cotisations sociales comme dans une SARL. Forme juridique en société civile, quand est-ce qu'on va créer une société holding en société civile? On le fait dans de rares cas, surtout quand on a envie notre entrepreneur ne veut pas publier les comptes de la société civile. Pourquoi? Parce qu'en société civile, vous avez certes le formalisme d'approbation des comptes, en revanche, les comptes ne sont pas déposés. Il peut y avoir aussi un avantage à créer sa société holding en société civile, car lorsqu'on va apporter des titres, on verra un peu plus loin le formalisme de l'apport de titres, en société civile, il est plus léger parce qu'on n'est pas soumis à l'obligation de faire appel à un commissaire aux apports. Les inconvénients, eh bien, d'une part, il va falloir au moins 2 associés. En société civile, pour créer une société civile, il faut au moins 2 associés lors de la constitution. On ne pourra pas bénéficier de tous les avantages liés aux prestations de services dans une société civile. Pas de rémunération non plus du dirigeant. Et au niveau fiscal, IR ou IS, ça peut aussi être un avantage. Quand est-ce qu'on va créer la société en SARL? Le plus souvent, ça va être pour optimiser la rémunération du dirigeant, puisque le dirigeant majoritaire en SARL ou en EURL a un statut TNS, et donc plus les rémunérations seront élevées, plus il sera intéressant de créer une SARL pour rémunérer le dirigeant sur cette société par le biais des facturations
qui seront faites auprès des filiales et pour ensuite rémunérer le dirigeant. C'est le scénario le plus avantageux. J'oubliais aussi en SAS pourquoi parfois on reste sur on est sur un statut de SAS. Si on a un entrepreneur qui veut créer sa société, qui a été longtemps en statut salarié, pour ne pas perturber et pour optimiser son régime de retraite, il peut être intéressant d'être en SAS. À la fin, parce que, oui, on sera à votre disposition et on répondra. Alors, gros avantage, je vous disais, pour créer une holding. Le plus souvent, quand on crée une holding, c'est à l'occasion d'un projet d'entreprise pour racheter une société. Et comme je vous disais, l'effet de levier financier est avantageux. Donc, grâce à une société holding, on va pouvoir conseiller ce qu'on appelle un LBO, un Leverage Buyout, qui va permettre à la société holding d'emprunter, qui va permettre aux dirigeants associés de ne pas mobiliser beaucoup de fonds propres. Et grâce à cet effet de levier, la société holding va emprunter, donc elle va avoir une dette financière pour racheter une filiale, une cible, et elle pourra rembourser cet emprunt grâce aux dividendes que la filiale pourra distribuer à sa société holding. Donc c'est le gros avantage, c'est le plus souvent quand on crée une société holding, c'est pour faire un LBO. Donc quand le dirigeant n'a pas d'entreprise, il y a deux cas. Soit il a déjà des structures et on va restructurer, on va lui créer une holding, soit il n'a aucune structure, c'est son premier projet, donc on va créer une holding ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. On crée cette société en fonction, donc la forme juridique sera celle choisie en fonction des critères que je vous ai énoncés tout à l'heure. Donc on va bénéficier en minimisant au maximum les fonds propres de l'entrepreneur. Donc on crée ce qu'on appelle une NewCo et cette NewCo donc va emprunter auprès d'établissements bancaires et c'est ce qu'on va appeler pour le LBO la dette senior. Donc c'est la première dette que la holding va contracter pour racheter, donc elle emprunte, elle rachète sa cible, la société filiale, et elle rembourse au fur et à mesure. L'avantage aussi de cette société holding, c'est qu'on va pouvoir diversifier les différents modes de financement. On a donc, après la dette senior qui va primer, bien sûr, parce que les banques vont demander d'être remboursées en priorité, elles vont demander l'octroi de garantie, un nantissement par exemple du fonds de la société achetée, un nantissement des titres de la société rachetée. Donc on va garantir au maximum la dette bancaire. Ensuite, si ce financement n'est pas suffisant, on va pouvoir bénéficier d'autres modes de financement. On va avoir par exemple une dette mezzanine. Donc c'est une dette qui a un rang inférieur à la dette bancaire et qui va être donc subordonnée. On appelle une dette mezzanine une dette subordonnée. Et elle est subordonnée pourquoi? Parce qu'elle est subordonnée au remboursement préalable de la dette bancaire. Par exemple, on a déjà eu le cas sur plusieurs dossiers. Si la banque ne finance pas en totalité, le vendeur de la filiale va octroyer un crédit vendeur, qu'on va appeler un crédit vendeur subordonné. Donc, il ne sera remboursé au vendeur, donc c'est une créance qu'il a à l'égard, donc c'est un paiement en fait échelonné, mais qui a une nature juridique de créance, crédit vendeur, ça veut dire qu'il a prêté à l'acheteur cette somme et qui sera remboursé, mais qui ne sera remboursé qu'à l'issue du remboursement de la dette bancaire. Et ensuite, on a les comptes courants d'associés, les prêts d'associés, qui peuvent être octroyés par les associés et qui vont pouvoir être remboursés en contrepartie d'un intérêt qui sera fixé. Donc là, c'était la création ex nihilo. Le dirigeant a son projet, il n'a pas de structure, il crée sa holding pour racheter une nouvelle activité. Deuxième cas, on a un dirigeant qui a un projet de rachat d'une nouvelle activité.
mais qui travaille déjà sur une autre activité, soit complémentaire, soit complètement différente. Et souvent, elle peut être liée sur la même activité. Donc là, l'intérêt va être de tirer avantage de l'activité déjà exploitée par le dirigeant pour racheter la nouvelle structure. Donc à cette occasion-là, on va lui proposer de créer une société holding en lui proposant de céder les actions ou les parts qu'il a dans cette société pour filialiser l'activité existante, la filialiser sur la holding et permettre le rachat d'une nouvelle société cible. Ce scénario n'est pas souvent conseillé. Il est fait quand vraiment, le dirigeant a besoin de cash. Donc, sinon, on va lui dire de céder une petite partie, mais ce n'est pas le scénario privilégié. Et pourquoi on crée une société holding? Parce qu'en fait, la vente à soi-même est interdite en France. Donc, il va se vendre en fait indirectement en cédant ces titres de la société dans une société holding qui lui appartient. Donc, les avantages, donc s'il y en a, c'est que si vraiment il a besoin de cash, mais comme nous ne le préconisons pas, c'est pas qu'on le préconise pas, enfin qu'on le fait très rarement, c'est il faut vraiment qu'il y ait un intérêt à bénéficier de ce cash, de cette trésorerie, donc il faut vraiment, ou sinon le minimiser. Les inconvénients, eh bien, c'est la fiscalité liée à la cession, puisqu'on aura le PFU, sauf s'il y a des abattements, donc ça peut se réfléchir, hein, c'est soumis à... L'inconvénient, eh bien, comme il y aura une sortie de cash, eh bien, on va bénéficier de moins de trésorerie et on ne règle pas les avantages que nous verrons plus tard par rapport à la transmission. Le scénario privilégié, c'est plutôt de créer une société holding par apport de titres. Qu'est-ce qu'un apport? Un apport, juridiquement, fiscalement, il est très souvent assimilé à une vente. Dans une vente, vous avez un vendeur qui vend, dans notre cas, donc des titres à une société, et en contrepartie, l'acquéreur paye un prix au vendeur. Dans l'apport, on a pareil une mutation de la propriété. Donc, l'apporteur apporte ses titres à la société holding qu'il crée, mais en contrepartie de cet apport, de cette transmission de propriété, là où dans la vente, il reçoit un prix, de l'argent, dans l'apport, il reçoit des titres qui sont émis par la société holding. Donc, au lieu d'une cession, je vends et en contrepartie, j'ai un prix, j'ai de l'argent que je touche. Dans l'apport, je donne les titres de ma filiale, de ma future filiale, à ma société holding et la société holding, en contrepartie, me fait bénéficier, je souscris à des nouveaux titres. C'est le scénario que nous privilégions puisque le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de sortie de cash, il n'y a pas de sortie d'argent. C'est une opération qui permet de bénéficier de titres, de créer sa société holding, soit en cours de constitution, j'apporte des titres lors de la constitution, ou si j'ai déjà créé pour certaines raisons la société holding, ben, ça va se traduire par une augmentation du capital de la société holding. Donc, gros avantage, pas de sortie d'argent. Et gros avantage, là où on avait la fiscalité liée à la cession, l'avantage, c'est que la plus-value qui est réalisée bénéficie du régime du report d'imposition. Donc, on constate la plus-value, mais elle est en report grâce à l'article 150 obter du Code général des impôts, et qui sera développé par Laurent, je pense, plus longuement. Mais c'est le gros avantage qui permet donc d'éviter cette fiscalité. Avec quand même un certain formalisme, c'est l'inconvénient. Donc le formalisme, c'est déjà qu'il faut rédiger un contrat d'apport en bonne et due forme, bien respecter les obligations liées au report d'imposition, tant au niveau de la comptabilité, l'interdiction aussi, le gros inconvénient, c'est qu'on ne peut pas céder les titres sur une durée de 3 ans, sauf réinvestissement de plus de 60% dans les 2 ans.
Et autre inconvénient au niveau du formalisme, c'est qu'il faut faire évaluer les titres de la filiale et donc faire évaluer et faire appel à un commissaire aux apports pour qu'il puisse justifier de la valeur de cet apport. Quand vous faites un apport en capital à une société, je mets 10 000 €, je sais combien ça vaut. En revanche, quand j'apporte des titres, je dis que ça vaut 10 000 €, je n'ai rien pour justifier. Donc, là où justement ça peut être une mine d'or ou une bombe à retardement, c'est par rapport à cette valorisation, puisque tout ce qui est considéré vente à soi-même ou apport à sa propre structure fait porter une certaine suspicion par rapport à l'administration fiscale qui peut procéder à des redressements. Pourquoi ? Si on se vend à soi-même, on apporte à sa propre structure, on peut avoir tendance soit à sous-évaluer avec le risque pour l'administration fiscale qu'elle redresse ce montant en disant vous avez sous-évalué la valeur des titres, donc vous avez minimisé les droits de mutation, vous avez minimisé la plus-value. Donc, la grande précaution que nous conseillons systématiquement, c'est de faire évaluer par un expert. Donc, l'avantage que nous avons chez Agori, c'est que nous avons une filiale Agori Finance et Stratégie qui se charge justement de ces évaluations en fonction du critère, de l'activité, des différentes méthodes, avec en plus l'évaluation du commissaire aux apports qui viendra corroborer. Donc, le warning et que nous conseillons, c'est vraiment de faire procéder à des évaluations pour ne pas courir le risque d'un redressement. Alors, comment je vais la créer ? Je vais d'abord faire évaluer les titres de la société filiale. Je vais rédiger la documentation juridique, donc le contrat d'apport dont je vous ai parlé, les statuts. Je vais faire appel à un commissaire aux apports, puisque ce rapport du commissaire doit être déposé au greffe du tribunal, donc soit dans le cadre de la Constitution en même temps, depuis quelques années, soit si je procède à une augmentation de capital, il faut qu'il soit déposé 8 jours avant l'augmentation de capital de la holding, avec l'avantage que je vous indiquais tout à l'heure, c'est qu'en société civile, nous n'avons pas besoin du rapport du commissaire aux apports. Si j'ai un autre associé, eh bien, il y a un dépôt de capital en numéraire qui doit être effectué. Et je procède ensuite aux formalités, donc enregistrement du contrat d'apport, avec l'avantage, c'est que les droits d'enregistrement ne subissent pas l'assiette du montant de l'évaluation des titres, donc 125 €, et on procède aux formalités habituelles. Une fois qu'on a vu pourquoi, quelle organisation adopter, quelle forme juridique, quand est-ce que j'ai besoin d'un commissaire ou pas, pour qu'il y ait des conventions de prestation, d'animation, on va distinguer selon la nature de la société holding. On a d'une part la société holding pure ou passive. C'est la société holding qui va se contenter, entre guillemets, de gérer des participations. Donc la société, elle est en fait patrimoniale. Elle gère ses participations, elle bénéficie de dividendes. C'est sa caractéristique. Elle se distingue de la holding animatrice, qui est donc active, et laquelle va, elle, nécessiter une rigueur pour tirer avantage de la holding animatrice. Pourquoi ? La distinction réside dans la notion de bien professionnel. Une société holding passive, patrimoniale, ne bénéficie pas des exonérations au titre de l'article 880 au quater du Code général des impôts. Donc, elle est patrimoniale, elle ne bénéficie pas d'exonération ancien ISF ou parfois Pacte Dutreil, elle ne bénéficie pas de ces exonérations. Elle se contente de détenir son patrimoine. En revanche, si notre entrepreneur a envie de bénéficier de cette exonération de biens professionnels, il va falloir prouver
sa société est animatrice et qu'elle n'est pas uniquement là pour détenir des participations. Et c'est là qu'on va avoir besoin d'une rigueur dans la rédaction des actes. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en place 3 types de conventions pour tirer avantage de ces holdings animatrices. Donc la première convention, c'est la convention d'animation. Pourquoi? Il ne suffit pas d'écrire dans l'objet social que la société exerce des prestations d'animation, prestations juridiques, financières. L'administration fiscale a une conception très très restrictive du caractère animateur. Donc qu'est-ce que c'est qu'une société animatrice? C'est une société qui participe activement à la politique et à la stratégie de ses filiales et qui les contrôle. Et l'administration fiscale va raisonner par un faisceau d'indices. Donc certes, il faudra que dans l'objet social, il y ait cette activité. Certes, il faudra qu'il y ait une convention d'animation, mais ces éléments-là ne sont pas suffisants pour prouver le caractère d'animation. Et ce caractère d'animation ne se présume pas. Il appartient au contribuable, en cas de contestation, de prouver qu'il y avait bien, que la société était bien animatrice. Donc comment on fait pour prouver ce caractère animation de groupe? Il faut qu'il y ait donc non seulement dans l'objet social des activités opérationnelles, une convention d'animation, et il faut prouver que la stratégie a été mise en place par la société holding, qu'il y a eu des réunions, des objectifs, mais aussi un suivi par rapport à ces objectifs. Donc il faut aussi que ça s'inscrive dans la durée. Par exemple, il y a eu un cas où il y a eu une création de holding et quelques jours après, une donation avec un pacte Dutreil. Là, l'administration a contesté et les juges lui ont donné raison. On ne pouvait pas tirer de cette courte durée pour bénéficier d'une exonération, d'une réelle animation par la société holding. Alors nous au niveau de chez Agori, nous sommes très très regardants et toujours en veille par rapport à la réglementation, car on a souvent des positions entre une administration fiscale qui a une conception parfois restrictive, des juges qui sont plus souples. Donc notre travail, pour mieux vous conseiller, c'est de toujours être vigilant et d'adapter. Par exemple, nous, nos documents sont adaptés pour vous permettre de prouver au mieux le caractère animateur. Par exemple, si on a plusieurs sociétés holding avec une seule filiale, les juges ont accordé la co-animation. Donc là, c'est possible, puisqu'on a des cas ici dans la salle où on a des filiales qui sont animées par plusieurs holdings. Donc, ce qu'il faut, c'est prouver que ces sociétés holding ont bien participé à la stratégie de la filiale. Donc ça, c'est le côté animation. Ensuite, il y a les conventions de prestation de services. Donc, les conventions de prestation de services, ce sont les conventions qui vont être très avantageuses, puisqu'on vous disait tout à l'heure que l'avantage de créer une société holding qui a plusieurs filiales, c'est de pouvoir mettre, par exemple, toutes les fonctions support au niveau de la holding et de les refacturer aux sociétés filiales. Par exemple, vous avez un directeur financier sur la société holding qui va travailler pour toutes les filiales, plutôt que d'avoir une organisation pas approprié et pas optimal, d'avoir un comptable sur une filiale, un comptable sur cette filiale, ou par exemple sur une filiale pour ensuite refacturer ou mettre à disposition avec tous les risques sociaux de mise à disposition du personnel avec les marges qui sont interdites. Donc là, l'avantage, c'est je mets toutes les fonctions support sur la société holding qui va ensuite les refacturer aux filiales. Attention, le montant des refacturations ne doit en aucun cas correspondre, par exemple, au montant du remboursement de l'emprunt. Là, ça serait retoqué. Donc, les conventions de prestations doivent être bien rédigées, correspondre à une réalité des prestations réellement effectuées. Il faut que les rémunérations soient cohérentes. Il faut
il faut qu'elle soit dans l'intérêt aussi de la filiale. Par exemple, si j'ai un comptable dans une filiale et que ma holding a un autre comptable et qu'elle refacture des prestations de comptabilité, là, ça peut être remis en question. Et le risque est très, très important à 3 niveaux. Au niveau juridique, si, sur le plan civil, si les prestations sont contestées, par exemple, la société holding revend sa filiale à une autre personne, la personne arrive et dit bah oui, mais il y avait tous ces montants de prestations qui ne correspondaient à rien. Le risque sur le plan civil, c'est de devoir la restitution des sommes qui ont été facturées et indues. Ça, c'est le risque le moindre. Le risque le plus important, c'est au niveau fiscal. Quand la société holding facture des prestations à sa filiale, elle reçoit un chiffre d'affaires, le montant de ses prestations, et au niveau de la filiale, ce sont des charges qui sont déductibles. Si l'administration fiscale conteste la réalité de ces prestations et donc des facturations, la sanction, c'est le refus de la déductibilité de ces charges. Sur le plan, maintenant on y va crescendo, sur le plan pénal, si les facturations ne correspondent à aucune réalité, et encore plus si la filiale, par exemple, faisait l'objet d'une procédure collective, le risque, il peut être de considérer les conventions comme un acte anormal de gestion, et donc un abus de bien social. Et si en plus la société filiale est en difficulté, par exemple parce que les sommes n'étaient pas justifiées, qu'elles ne correspondaient à rien et que ça a entraîné les difficultés financières de la filiale, le dirigeant peut être poursuivi pour comblement de passif. Donc la sanction est lourde et voilà pourquoi ça peut se transformer comme une bombe à retardement. Donc il faut la réalité des prestations, qu'elles ne soient pas factices, il faut qu'elles correspondent à une réalité. Au niveau des modes aussi de refacturation, il faut faire très attention, il faut que ça corresponde à une réalité. Par exemple, si vous facturez des prestations juridiques, financières, comptables, communication, mais qu'au niveau de la société holding, il n'y a aucune rémunération, aucun salarié à ce titre-là, la contestation, elle est fortement possible. De plus, il y a des règles en termes de facturation. Il faut que ça corresponde au coût réel avec une marge qu'on ne doit pas dépasser 8-10%. Donc, ça obéit à un formalisme strict pour ne pas encourir les risques que je vous ai énumérés. Je dois oublier d'autres aspects, mais ça me reviendra peut-être quand on va en discuter. Et troisième volet, l'effet de levier financier. Donc, l'avantage, c'est de la convention de gestion de trésorerie. La mise en place d'un groupe de sociétés, le gros avantage, c'est de pouvoir mettre en place des conventions de gestion de trésorerie pour permettre à toutes les sociétés du groupe de bénéficier des excédents de trésorerie entre structures. Pourquoi ? Déjà, le Code monétaire et financier, vous savez que le principe, c'est l'interdiction de prêter de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a un monopole bancaire et seules les banques peuvent prêter de l'argent. Ça, c'est le principe. Il existe quelques dérogations. Donc, dérogations grâce à la loi Sapin qui a introduit il y a quelques années les prêts entre entreprises, mais qui sont très limités parce qu'il faut qu'ils soient déjà limités sur une durée. Et en plus, il faut que la société soit dotée d'un commissaire aux comptes, qui a été étendue au niveau de la durée grâce à la loi Pacte. Donc, on a cette faculté-là, mais on a surtout l'avantage, l'importante dérogation par rapport à ce monopole bancaire, c'est le fait de pouvoir permettre à certaines sociétés de se prêter de l'argent à condition d'avoir des liens capitalistiques et que ça obéisse à un intérêt financier, l'intérêt des sociétés et de tout le groupe en général. Donc il faut qu'il y ait un lien capitalistique et il faut qu'il y ait des contreparties. La contrepartie, ça va être le taux d'intérêt. On va avoir dans ces conventions de gestion de trésorerie deux types. Soit on va avoir
une convention directe, ça veut dire que les sociétés se prêtent de l'argent directement. Ce n'est pas ce qu'on préconise. Nous, on a tendance à proposer plutôt dans notre rédaction des conventions de gestion centralisée de trésorerie avec une société pivot, la société holding, ce qui fait que les sociétés filles vont remonter les excédents de trésorerie au niveau de la société holding et les prêter ensuite aux sociétés filiales qui en auront besoin. Pour cela, pour ne pas risquer l'acte anormal de gestion ou l'abus de biens social parce qu'une société aurait prêté une autre au détriment de l'une ou de l'autre, nous systématisons la rédaction d'une convention de gestion de trésorerie où on définit le périmètre, donc quelles sont les sociétés qui font partie de cette convention, les montants maximum, le taux d'intérêt, la durée, les conditions de résiliation de cette convention. Voilà. J'ai tenté de vous résumer le plus simplement possible avec des actes parfois barbares. J'ai quand même essayé de moins parler anglais, de plus franciser les termes, parce que prestation de service, on l'appelle aussi des conventions de management fees. Donc, et je vais donc passer le relais à Laurent pour qu'il puisse aborder les questions fiscales. Donc on va aller voir l'intérêt justement fiscal de passer par une société holding. Alors le premier, en termes d'introduction, on ne fait pas une holding juste pour ça. Ça c'était l'introduction. Ce qui nous intéresse un petit peu plus, ça va être deux gros effets. Et le principal c'est celui-ci, c'est le fameux article 216 du Code général des impôts, le régime mère-fille dans le jargon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'allais dire heureusement qu'on a ça, c'est qu'on évite le frottement fiscal sur les remontées de dividendes entre la fille et la mère. Pourquoi ça? Tout simplement, c'est que déjà au niveau de la société opérationnelle, on paye notre IS. Donc si les dividendes que l'on remonte au niveau de la mère prenaient encore de l'impôt sur les sociétés, là on aurait une double imposition. Ce qui arrive en France, hein, mais on a quand même un régime de faveur où ces dividendes vont subir ce qu'on appelle dans le jargon une quote-part de frais et charges de 5%, c'est-à-dire qu'en base imposable, les dividendes qui remontent ne prennent une base taxable que de 5%, sachant que l'IS au maximum est à 25%, 25% de 5%, ça fait 1,25%. Donc vos dividendes qui remontent dans une holding sont taxés, qui remontent de votre société opérationnelle, ne seront taxés qu'à 1,25. Si vous les prenez à titre personnel depuis votre société opérationnelle, aujourd'hui c'est une flat tax à 30. Donc vous avez le choix entre 30 et 1,25. Qu'est-ce que vous préférez? Tout le monde me dit 1,25 évidemment, mais il y a un mais, et ça c'est un des points importants. Oui, mais c'est la holding. Des fois les dirigeants disent mais moi j'aimerais bien avoir les dividendes dans ma poche à moi. Donc c'est sûr que si vous dites tous les dividendes qui remontent ici, je les refais descendre ici, à l'arrivée vous avez fait une holding pour rien. Donc vous comprenez un petit peu l'intérêt. On va tout doucement aller vers cette notion d'encapsulement. Je commence à semer des graines. L'intérêt évident, c'est d'encapsuler des dividendes dans une holding, de subir une fiscalité très très réduite pour avoir une capacité de réinvestissement plus forte que si vous le faisiez à titre personnel. C'est ce qu'on va appeler, ce que Ferdwa vous a présenté, l'effet de levier fiscal. Donc comment on fait pour avoir cet effet de levier? Donc la holding doit quand même détenir 5% de la filiale. Ça c'est important parce qu'on a un dossier là, récemment qui était à 4,95. 4,95 ça fait pas 5, donc on n'a pas le droit au régime mère-fille, mais les 4,95 représentaient des sommes assez importantes en termes de dividendes. Donc attention, donc 5% en droit de vote ou en droit aux dividendes. Donc l'imposition à la quote-part de frais et charges, on l'a vu. Bien évidemment, il va de soi, la holding et la filiale doivent être à l'IS. C'est sûr que s'il y en a une qui n'est pas à l'IS, ça ne marche pas, ça va de soi. Et dernier, néanmoins important, il faut conserver, la mère doit conserver les titres pendant au moins 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 2 ans et que la première année de dividende, vous n'y avez pas droit. C'est simplement de dire que vous devez au moins conserver les titres 2 ans. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une mère qui rachète une société fille, qui fait une opération d'absorption entre guillemets de la trésorerie de la filiale et que l'année d'après elle revend sa filiale, il y a un rattrapage à la sortie. Donc ça vous engage quand même pour 2 ans. Généralement on le verra, on ne se fait pas non plus des holdings juste pour faire des jeux d'aller-retour. Donc il y a quand même cet objectif-là de conservation des titres pendant 2 ans. Alors l'autre intérêt, c'est déjà assez intéressant d'avoir cette exonération sur les dividendes, qui a à mon sens, est le plus gros intérêt, c'est d'avoir aussi une exonération, ce n'est pas le même code général, c'est le 145 celui-ci, sur la plus-value au moment de la vente.
Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui de la fiscalité à titre personnel si vous vendez, parce qu'il y a plusieurs régimes fiscaux. On va faire simple. On peut avoir un petit peu mieux de 30%, flat tax, 30%, mais vient se rajouter la CHER. La CHER, c'est une taxe. On aime bien en France créer des taxes comme ça, des taxes sur des taxes. Alors, généralement, quand vous êtes à l'impôt sur le revenu, sur vos revenus, c'est quand même assez rare d'être à la CHER. Néanmoins, quand vous vendez une société, le seuil de déclenchement de la CHER, c'est 250 000 € si vous êtes célibataire ou 500 000 € si vous êtes marié ou pacsé. Déclaration commune. Donc, quand on vend une société, bon, j'ose espérer qu'on ait une société qui se vende un peu plus cher que 250 000 €, mais bon, on peut espérer vendre un peu plus. On peut vite se retrouver avec une imposition supplémentaire qui vient un peu grever aussi au niveau fiscalité, parce qu'on va venir rajouter 3 ou 4%. Puis peut-être dans quelques semaines, on viendra rajouter 80%, qui sait, on verra. Mais ne m'embarquez pas sur ce sujet-là. Alors, dans notre holding, par contre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir, un peu comme tout à l'heure, un régime d'atténuation de la fiscalité, puisque, en fait, le taux d'IS que la holding va prendre sur la plus-value, ce n'est pas 30 ou 34 ou 33, c'est 3. Pourquoi? Parce que là aussi, on a une quote-part de frais et charges qui est 12%, je ne vais pas trop faire compliqué, donc un quart de 12%, ça fait 3%. Donc, je vous laisse imaginer, petit exemple à l'appui, je reviendrai sur les conditions. Vous avez un particulier qui a 2 sociétés, j'allais dire. Une qui a la chance d'avoir une très belle plus-value, il la vend 1002, il l'avait acheté ou constitué, peu importe, 100. Et il y en a une deuxième, malheureusement, il n'a pas l'opportunité de faire une plus-value. Il va la revendre légèrement moins cher que ce qu'il avait acheté. Donc on va faire la compensation entre les deux. 1000, vous l'avez compris, ma flat tax, ma CHER, j'ai un coût à 1360. Je fais la même opération dans la holding, c'est un des petits inconvénients de la holding, j'en reparle après. C'est qu'on ne peut pas faire la compensation de titres, il y a une espèce un peu de tunnelisation. On fait un calcul sur les titres A, on fait un calcul sur les titres B. Si les titres A génèrent une plus-value, c'est là-dessus qu'on va avoir notre IS sur la base de 3%, donc 33. On ne pourra pas compenser effectivement cette moins-value sur les titres B. Peu importe, elle est perdue, la plus-value est perdue, mais l'intérêt, vous l'avez compris, pour le même prix de vente, dans un cas, vous vous retrouvez en net à 1360 et dans l'autre, 1667, c'est un rapport x10. Voilà, c'est simple, c'est un rapport x10. Okay, mais toujours, oui, mais l'argent est dans une holding, il n'est pas dans votre poche. Je vais aller vite. Un autre intérêt aussi du schéma en holding, à condition d'avoir plusieurs sociétés, enfin au moins deux, une société mère et une société fille, on a la faculté, ça va un peu à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir compenser et faire une déclaration de résultat, une déclaration fiscale au niveau du groupe, et pas de saucissonner les déclarations et la fiscalité pour chaque société. Je vais vite. Pour pouvoir faire ça, par contre, là, il faut 95%. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait 5% pour le régime des dividendes, l'intégration fiscale. Là, il faut 95%. Donc déjà un seuil de détention beaucoup plus important, en droit de vote ou en droit aux dividendes. Il faut que la mère et la fille clôturent leur exercice à la même date. Si c'est des dates différentes, ça ne marche pas. Et l'intérêt, il est où? Il est que quand vous avez une société opérationnelle, ça arrive dans les groupes, qui est déficitaire et une autre qui est bénéficiaire, souvent les dirigeants disent c'est dommage, je paye de l'IS d'un côté, j'en ai une autre qui a des pertes et j'en fais quoi de mes pertes? Là, on va pouvoir compenser l'ensemble. Donc ça, c'est un petit avantage quand vous êtes dans un groupe où vous avez une société filiale qui est un peu en difficulté, vous êtes déficitaire malheureusement. Alors des fois, j'ai des clients qui me disent bon, j'ai qu'à refacturer, mais je crois que Fadois vient de nous dire on va éviter de refacturer n'importe quoi, n'importe comment. Donc ça, on évite de le faire. Donc on va plutôt jouer sur cette compensation. L'autre intérêt, il est aussi, pour le cas des holdings passives, en fait, c'est de pouvoir déduire les intérêts du LBO, donc de la dette que vous avez levée pour acheter une société. Parce qu'en tant que tel, on l'a vu tout à l'heure, il y a soit des holdings animatrices qui ont du chiffre d'affaires, ou des fois même des holdings qui ont une propre activité, une propre clientèle. Et puis on a souvent, en pratique, des holdings passives. On a créé une holding pour lever un emprunt, racheter une société cible et rembourser un emprunt. Si la société mère n'a pas de chiffre d'affaires à part entière, les intérêts d'emprunt ils sont déductibles de rien du tout. Alors que là, avec mon jeu d'intégration fiscale, on va pouvoir déduire les intérêts d'emprunt de la société mère par rapport au résultat global du groupe. Donc, c'est des schémas un peu techniques, je ne veux pas trop développer là. On y va sur l'intégration fiscale s'il y a vraiment de l'enjeu. Si vous rachetez une société 100 000 €, on peut faire une intégration fiscale. Si vous voulez racheter 2, 3, 4 X millions d'euros, on va commencer à regarder, faire marcher la machine à calculer pour voir s'il y a intérêt. Parce que par contre, il y a un formalisme très lourd, je le dis, au niveau des conventions d'intégration fiscale, des courriers d'options. Si on a une société qui sort du groupe, il y a tout un régime à calculer. C'est assez lourd à suivre.
techniquement. Nous, ça nous amuse, mais vous, des fois, un petit peu moins, parce qu'on prend des honoraires aussi pour faire ça. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on voit qu'il y a un gros intérêt juridique, qu'il y a, vous l'avez compris, plutôt un gros intérêt fiscal, on va parler du patrimonial après, souvent les clients me disent, bon, bah, c'est très bien, l'argent effectivement est dans la holding, mais qu'est-ce que j'y mets dans cette holding? Qu'est-ce que je fais? Donc là, vous l'avez compris, on va aller tout doucement sur le patrimonial. Alors, qu'est-ce qu'on y met dans cette holding? Et puis, qu'est-ce qu'on n'y met pas? Bah, on y met un peu tout ce qu'on veut, j'allais dire. On y met de l'argent, évidemment, vous l'avez compris. On peut y faire un peu de la bourse. Si vous êtes un peu boursicoteur, rien ne vous empêche d'avoir des lignes de titres et d'actions ou d'ouvrir des comptes titres dans une société holding, tout à fait possible. Si vous êtes très très joueur, il y en a qui ne connaissent pas le sigle, si vous pouvez faire du bitcoin ou de la crypto, on en voit de plus en plus, c'est tout à fait possible. Bien évidemment, FADOA me regarde à condition que les statuts prévoient la faculté de, mais on le fera, on fera un objet très large. On peut faire bien évidemment de l'immobilier, je me permets juste de le mettre locatif. Et puis par contre, bah là je vais mettre un gros trait, et là aussi, bon bah retardement. Bah, surtout ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'y met pas sa résidence principale, on n'y met pas sa résidence secondaire. On va dire pourquoi. Tout à l'heure, je crois que tu as parlé d'acte anormal de gestion, je crois que j'ai entendu d'abus de bien social, par exemple, des choses comme ça. Voilà, donc évidemment, ça, c'est proscrit, c'est banni. Donc, on évite d'y mettre un bateau, ceux qui veulent habiter sur un bateau, et surtout ce qu'on ne peut pas faire, par contre ça on oublie, c'est un des inconvénients, bah non, pas d'assurance vie, pas de PEA, ça c'est des choses qui sont réservées à titre personnel. On peut faire un contrat de capitalisation au sein, je ne vais pas faire trop technique, au sein d'une société holding, c'est tout à fait possible. Par contre, non, vous n'aurez pas le cadre civil et fiscal de l'assurance vie au sein d'une société holding, c'est pas possible. Et la voiture, j'ai mis qu'un trait, c'est pas que j'en ai oublié un, c'est que ça on peut discuter un petit peu, on peut voir. C'est-à-dire que ça dépend de la voiture. Vous me dites, j'ai une Zoé comme chez Agori parce que mon gérant, il doit quand même se déplacer, aller chez des clients, etc. et qu'il a potentiellement besoin d'une voiture, je vais vous dire, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous commencez à mettre la Maserati de vos rêves, il va falloir me justifier un petit peu l'intérêt de la Maserati. Donc, vous voyez où je veux en venir, on y va sur la voiture, mais tranquillement. Sachant que les véhicules de société ont leur propre fiscalité un peu rédhibitoire, je ne vais pas la développer là, mais les amortissements plafonnés, la TVTS, etc. Donc une fois que je vous aurai décrit tous les inconvénients fiscaux que vous avez à avoir un véhicule de société dans votre holding, vous allez me dire, on ne va pas le faire. Donc, on évite de le faire. Alors, ce qu'on évite de faire aussi, c'est certains schémas, c'est pas c'est interdit, c'est plutôt nous, on va tendance à vouloir vous déconseiller ces schémas-là. Il y en a deux qui sont à déconseiller. Le premier, c'est quand vous êtes dans une société holding ou une société opérationnelle, je me permets de le dire, c'est d'éviter de mettre de l'immobilier avec une activité économique. Par exemple, une activité de service, une activité commerciale, enfin peu importe l'activité, une activité libérale, peu importe, c'est d'éviter ça. Pourquoi? Parce que, on va le retrouver aussi après, déjà ça évite que votre société soit requalifiée comme société à prépondérance immobilière. Je ne vais pas faire trop technique, mais on rentre dans des schémas où en cas de vente, en cas de transmission, bah, vous doutez bien que si l'immobilier est à l'actif d'une société, un bien immobilier a une certaine valeur, avant que votre activité dite opérationnelle de conseil, de service, de commerce ait au niveau du volume d'actifs soit plus importante que l'immobilier, il va falloir envoyer. Donc on évite de faire ça. Et l'autre intérêt, il est aussi en cas de défaillance. Vous le savez, s'il y a une défaillance d'entreprise, ben, on vient saisir les biens de l'entreprise. Ben, bien évidemment, si vous avez mis l'immobilier au sein de votre entreprise holding ou opérationnelle, on vient saisir les biens immobiliers. Donc souvent, les clients me disent, il n'y a pas de souci, on fait une société civile et je mets l'immobilier dans une société civile détenue par ma société opérationnelle ou par ma holding. Bah, très bien, mais le schéma est le même. C'est au lieu d'avoir un immobilier ici, là, vous l'avez en bas, mais à l'actif du bilan de votre holding ou société opérationnelle, vous avez des titres. Donc le mandataire, qu'est-ce qu'il va faire? L'administrateur, il vient saisir les titres. Alors vous allez me dire, c'est un peu plus compliqué de saisir des titres qu'un bien. Certes, mais le résultat est le même à la fin, vous êtes dessaisi de votre bien. Idem aussi en cas de cession d'entreprise. Vous avez un repreneur. Le gars qui veut reprendre votre boîte, il veut reprendre votre boîte, il ne veut pas reprendre l'immobilier de votre boîte. Bah, potentiellement, il veut peut-être le reprendre, mais ou pas. Ou peut-être vous avez envie aussi de le garder pour vos vieux jours et pour votre retraite. Donc ce schéma-là, on l'évite aussi pour éviter, en cas de défaillance, la saisie ou en cas de cession. D'accord ? Parce que sinon, on se retrouve dans des schémas, ça c'est arrivé à un client, vous êtes obligé de racheter les titres de votre propre SCI pour sortir la SCI de votre société opérationnelle ou votre société holding. Donc, schéma à éviter. Ce qu'on va plutôt vous privilégier, ça rejoint ce que vous disiez FADOA, c'est effectivement, vous avez une ou plusieurs sociétés opérationnelles, vous allez créer une holding par rapport de titre, on va en reparler, vous allez remonter des dividendes, pour qu'il y ait des dividendes, il faut qu'il y ait du résultat, je me permets de le dire aussi, et cette holding va apporter, va prêter à une SCI, en apport en compte courant, ce qui fait que les deux vont vivre leur vie séparément, mais
tout en étant lié par le jeu de la trésorerie et des conventions de trésorerie telles que vous l'a décrit Fadois. Et le monde est parfait, puis on va commencer à y mettre peut-être un petit peu les enfants, on va voir comment on peut mettre ça en place tout doucement. Ok ? Donc ça, c'est plutôt un schéma privilégié, mais il y en a d'autres. Alors, comment on transmet sa holding? Ça aussi, c'est une question, c'est de dire, une fois que j'ai fait ma holding, que j'ai bien compris que je ne pouvais pas y mettre un bateau ou la Maserati, que je vais faire plutôt du placement, du rendement, on va commencer à réfléchir avec vous sur la transmission. Parce que souvent, on vous bassine beaucoup avec ça, c'est de jouer sur la fiscalité pour éviter les tranches marginales d'imposition. J'ai beaucoup de clients qui insistent avec ça en disant je ne veux pas payer d'impôts, ou du moins le moins possible, etc. Et je pense que vous avez raison d'aller dans cette direction-là, il n'y a pas de souci. Mais souvent, on fait un focus sur la fiscalité, impôt sur le revenu, voire plus-value, et puis on oublie complètement celle-là. Et puis celle-là, c'est laquelle? C'est celle de la transmission, au moment du décès ou en cas de transmission de son patrimoine. Et souvent, on se retrouve un peu devant le fait accompli en disant, effectivement, j'ai un projet de transmission où malheureusement il y a un décès et je me retrouve et je subis ma fiscalité de la transmission. Et en fait, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que, alors là j'ai pris des exemples un peu extrêmes, c'est en ligne directe, une personne qui est seule et qui a un enfant, parce qu'après on va faire la somme des héritiers et des donateurs. Mais on voit que les droits de donation, succession, on est très rapidement, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on est à 552 000 et à 902 000 sur un patrimoine quand vous êtes en ligne directe avec une personne seule. J'ai quand même pas mal de clients qui sont divorcés ou séparés et qui ont un certain patrimoine, parce que c'est leur entreprise. Au moment où ils la vendent, au moment où ils la transmettent, ou au moment où ils décèdent, malheureusement, on se retrouve pour les ayants droit très rapidement dans ces tranches-là. Alors, moi, je veux bien payer 30 ou 40% si j'ai gagné au loto, ça ne me dérange pas, c'est tombé du ciel. Donc, même s'ils m'en prenaient 90% de fiscalité, il me restera encore 10% de sommes qui sont tombées du ciel. Mais quand c'est le fruit de votre travail, que vous avez sué toute votre vie pour arriver à constituer ce patrimoine, vous en laissez encore 40%, et que vous avez déjà payé de la fiscalité tout au long de votre vie, il y a un moment donné, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit peu quelque chose? Il y aura forcément quelque chose à payer à la fin, on ne peut pas arriver à zéro, mais je pense qu'il y a quand même moyen. En tous les cas, on va le voir, oui, il y a moyen, et il y a moyen de manière assez importante d'écraser substantiellement ces bases au niveau de la transmission. On va voir comment. Alors, comment on fait ça? Le temps joue en notre faveur, pour le coup, mais il faut un peu se préparer, c'est-à-dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain, on ne se lève pas un matin en disant, tiens, je vais aller chez le notaire, et on va faire une donation sans prévenir les enfants. Mais par contre, ça peut s'organiser, il faut du temps pour ça. Et généralement, on va le voir, les durées 5-6 ans, on va beaucoup parler de 6 ans, c'est la bonne durée. Donc 6 ans, ça peut paraître court au vu d'une carrière professionnelle, mais c'est aussi un peu long par rapport à une organisation, par rapport à un business, par rapport au niveau des activités économiques. Donc comment on fait? On profite de l'effet de levier juridique, là encore, de la holding, puisque dans cette holding, c'est bien vous qui allez être gérant. Et le gérant, on va aller voir Fadois, et Fadois, elle va nous rédiger elle fait de la haute couture, Fadois, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, elle va vous rédiger des statuts sur mesure, en fait, qui va vous permettre d'avoir le contrôle absolu sur votre société. Donc, on va rédiger des statuts qui permettent au gérant de faire à peu près tout. Ou si vous ne voulez pas tout faire, on peut mettre des limitations de pouvoir, on fait ce qu'on veut. On est dans une société, on a un cadre, et c'est les statuts c'est la loi, on organise la loi comme on a envie de le faire. Donc ce gérant, il aura les pleins pouvoirs, et on va tout doucement y mettre les enfants, bien évidemment avec de la nue propriété, et vous allez vous garder l'usufruit. Pourquoi? Parce que bien évidemment, vous allez être à la retraite, vous allez avoir une baisse de niveau d'activité, et que la capitalisation de votre holding ou de votre société opérationnelle, les fruits qui en reviennent, vous avez envie qu'ils reviennent à vous et pas à vos enfants. Quand vous serez mort, évidemment vos enfants, en attendant, vous avez envie que ça vous revienne. Donc on va organiser ce schéma de transmission où vous allez donner la nue propriété et vous allez vous réserver l'usufruit. Pourquoi on fait ça? Vous l'avez compris, c'est pour baisser les droits, puisque quand on est... J'ai rarement vu des gens donner à 20 ans, mais bon, voilà. Mais il y a un barème qui est construit comme ça, par tranche de 10 ans, vous l'avez compris, on est souvent ici, vous l'avez compris, entre 51 et 60, et entre 61 et 70. Ce barème, en fait, il est proportionnel à l'âge, en fait. Plus vous vieillissez, vous comprenez qu'à 90 ans, la durée de perception d'un usufruit est très faible par rapport aux tables de mortalité. Mais grosso modo, on va avoir des abattements entre 50 et 40 si vous donnez avant 60 ans ou avant 70 ans. Donc, je vous prends un exemple, je vais aller tout de suite sur l'exemple. Je prends un exemple vraiment basique tiré d'un cas réel. Je ne parle pas de millions d'euros. J'ai un client qui a une holding, j'ai pris ce cas-là, qui a une valeur de 750 000 euros. Pourquoi? Parce que cette holding, elle a une détention et un peu d'immobilier.
et elle a encore un emprunt à rembourser, c'était le LBO que vous a décrit Fadois. Elle l'avait fait il y a quelques années, elle est plutôt sur la fin, 1 million moins 250, valeur de la holding 750. Qu'est-ce qui se passe si je fais rien et que vous décédez? Alors vous pouvez aussi ne pas décéder, hein, c'est possible, mais il y a bien un jour où ça arrivera. Eh bien, j'ai 2 enfants hein, dans mon exemple, voilà. Enfants mineurs ou majeurs, hein, peu importe, hein, c'est pas le sujet. J'ai 2 enfants. J'ai une valeur de transmission de 750 000, je vais directement au droit à payer, puisque j'ai rien fait, j'ai rien organisé, j'ai pas eu fait de donation. Bah, vous décédez, c'est très très bien, mais vos enfants vont devoir liquider 106 000 €. Puis là, vous allez me dire, ils prennent où la trésorerie? Parce qu'accessoirement, c'est normalement celui qui hérite qui doit payer. Donc je n'intègre même pas dans mon calcul le fait qu'ils vont devoir prendre des dividendes de la holding, sur lequel ils vont prendre une fiscalité pour pouvoir payer les droits de succession. Je ne suis même pas allé jusque-là, hein. Je suis juste à dire, si je fais rien, je décède. Je ne parle pas d'une holding qui est à 7 millions d'euros de détention, hein. 750 000 €, 106 000 € de droits à payer. Je suis tout seul, j'aurais pu faire un calcul en étant marié, ça aurait baissé un petit peu. Je fais volontairement des exemples un petit peu agressifs, entre guillemets, pour vous faire prendre conscience. Néanmoins, si je m'étais préparé avec mon abattement par rapport à la nue propriété et la réserve d'usufruit, bah, on voit que sensiblement, on va baisser cette fiscalité plus que par 2, puisqu'on va pouvoir bénéficier en fait, des abattements en ligne directe de 100 000 €, bien évidemment, tout de suite, pas au moment du décès, et on va pouvoir avoir le jeu des abattements. Du coup, on se retrouve avec des droits à payer de 46 000 € pour la même situation. Plus, je le dis aussi, la capitalisation à terme, parce qu'au moment où vous donnez, avec réserve d'usufruit, au moment de votre décès le plus tard possible, 5 ans, 10 ans, 30 ans après, bah, il n'y a pas de rattrapage de droits. C'est-à-dire que la donation, elle a été faite à l'instant T. C'est-à-dire que ma société, dans 10 ans, admettons que vous décédiez dans 10 ans, bah, si elle vaut plus 750 000, elle vaudra au minimum 1 million, parce qu'on aura remboursé l'emprunt, puis j'espère qu'elle se sera développée, bah, peut-être qu'elle en vaudra 1,2 million, 1,5 million. Il n'y aura pas de droit de succession, de donation supplémentaire à payer. Parce que vous aurez fait une donation partage, qui aura liquidé les droits, et vous aurez fini, vous serez débarrassé de tout ça. Donc, l'intérêt, vous l'avez compris, c'est la réduction de la base taxable, selon l'âge, et plus vous donnez tôt, mieux c'est. Mais souvent, les clients me disent, oui, mais si je donne, je perds le contrôle, il y a une dimension un peu psychologique là-dedans, c'est de dire, je me dessaisis, voilà. Bah oui, mais vous donnez avec réserve d'usufruit. Puis vous donnez quoi? Des parts d'une société dont vous êtes gérant, vous avez plein pouvoir. Bon, bah expliquez-moi ce que vous avez perdu. Votre amour-propre, peut-être, je ne sais pas, mais sinon, vous n'avez rien perdu du tout. Donc, ça marche très très bien. Ça évite, alors j'ai des notaires dans la salle, hein, je ne vais pas trop parler de ça, mais ça évite aussi, parce que ça leur fait une mauvaise pub, mais ça limite les frais de notaire, parce que ça évite un règlement de succession. Ça coûte plus cher, je le dis, de payer des frais de notaire au moment d'une succession qu'une donation. Hein. Donc voilà, ce n'est pas une grosse économie, mais ça limite quand même les frais de notaire. Aucune fiscalité au décès, vous l'avez compris, et puis surtout, vous limitez là pour le coup, il y a une dimension psychologique de mon point de vue, vous limitez un poids psychologique à faire supporter à vos enfants de récupérer sans quoi que ce soit, rien préparé, au moment d'un décès prématuré. Là, vous organisez votre vivant, votre transmission, et vous organisez. On peut faire mieux, toujours dans la même situation, on peut arriver à 0. Et ça, on a pris conscience, nous, je le dis, on n'a pas été très bon. Hein, je sais reconnaître aussi les erreurs des fois qu'on peut faire chez Agori. C'est rattrapable, en tous les cas, il n'y a pas de conséquences. Mais on est passé pendant pas mal d'années à côté d'un système qui s'appelle le Pacte Dutreil, le nom d'un ancien ministre, ça commence à dater, on va fêter les 20 ans du Pacte Dutreil. Souvent, nous, on avait perçu ça comme, alors ça concerne les grosses sociétés, et puis il faut que j'ai un enfant repreneur, et puis il faut que ma holding soit opérationnelle, et puis après, on se forme, on discute, on voit, on échange. En fait, on s'aperçoit qu'on peut faire ça sur quand même pas mal de dossiers. Peut-être pas pour l'auto-entrepreneur, vous voyez ce que je veux dire, mais quand on commence à avoir un peu une activité avec une certaine valorisation, on peut s'organiser, mais là, il faut du temps, en mettant en place ce fameux Pacte Dutreil. Et je reprends le même exemple, hein, je ne vais pas trafiquer les chiffres. Ce Pacte Dutreil, il va vous permettre, si on respecte les conditions qu'on va avoir après, d'avoir un abattement de 75%. Donc en termes de transmission, vous avez double effet qui se coule, vous avez l'abattement de 75%, et si vous donnez en démembrement, vous avez mes fameux abattements, 40% parce que j'ai 62 ans, ou 50% si je donne plus tôt. D'accord ? Donc dans mon exemple, j'arrive à 0. Donc on a le choix de rien faire et de décéder en y laissant 106 000 €, ou j'ai le choix aussi de décéder en laissant 0 à mes enfants. C'est des choix très personnels. Alors vous allez dire, oui, mais c'est compliqué. C'est un peu technique, je vous l'avoue, mais c'est notre métier.
On sait s'entourer d'avocats, de notaires, et pour le coup, on a des très bons notaires capables de vous faire ça, parce qu'effectivement, il faut coupler ça avec une donation. Mais franchement, une fois qu'on a mis ça en place, il n'y a objectivement rien de bien compliqué. Par contre, ça nécessite, comme l'a dit tout à l'heure Fadoua, de l'anticiper, de le préparer. Il y a un peu de formalisme. Et je le dis aussi, ça concerne que les sociétés opérationnelles. Bien évidemment, vous ne faites pas un pacte du trait sur votre SCI, ça n'existe pas. Le législateur n'a pas prévu, j'allais dire logiquement, ce cas-là pour de la gestion financière ou pour de la gestion immobilière. Mais dans le cas d'une transmission d'entreprise, ça s'organise. Alors ça s'organise comment ? Je pourrais faire on aurait pu faire une thématique d'1 heure juste là-dessus, parce que c'est un peu plus compliqué que mon petit schéma. Mais globalement, le schéma résume assez bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une société opérationnelle, vous avez une holding, et ça, ça a souvent été un peu notre croyance, c'est dire oui, mais on peut le faire, Fadoua l'a dit, que sur les holdings animatrices. Que nenni. On peut le faire avec une holding non animatrice, une holding pure, une holding passive, mais à condition que la filiale soit opérationnelle. Mais si vous avez une filiale opérationnelle, ça marche. C'est juste, ça rajoute un étage et une formalité supplémentaire. Mais c'est tout à fait possible de le faire au travers d'une holding passive. Ça va juste rajouter un niveau d'interposition. Donc comment on fait ça ? En fait, le pacte du trait, c'est quoi ? C'est un engagement collectif et individuel de conservation. C'est-à-dire que vous, avec vous-même, si vous êtes tout seul, parce que maintenant on peut faire des pactes du trait tout seul, c'est aussi une des nouveautés. Mais il faut au moins être 2, donc vous allez avec un associé ou plusieurs associés prendre l'engagement collectif pendant 2 ans de ne pas bouger une oreille, de ne pas vendre de titres. Vous ne faites rien par contre pendant 2 ans. Okay, et après, pendant 4 ans, donc il y a un délai de 2 ans qui court, et après, au bout de 4 ans, vous allez prendre un engagement individuel, donc là c'est vous à titre personnel, là encore, de ne pas bouger une oreille, de rien faire pendant cette période. Et pendant toute la période, ils auraient pu mettre 6 ans, ne me demandez pas pourquoi ils ont mis 5 ans, c'est les joies de l'administration, ils vous disent pendant 5 ans, il faut qu'un des signataires de l'engagement collectif et individuel soit gérant de la société opérationnelle pendant cette période. En soi, ce n'est pas très compliqué. Je trouve un associé, je signe, même avec un associé avec une part, si moi j'ai 99% des parts, on signe un engagement, un bout de papier de 3 pages qui dit pendant 2 ans, je ne bouge pas une oreille, et après, au bout des 2 ans, moi, à titre personnel, je reprends cet engagement, je n'oublie pas de le dire à l'administration, il ne faut juste pas oublier ce petit papier-là qui a beaucoup de valeur, pour dire, bah, on est arrivé au bout des 2 ans, moi, pendant 4 ans, je m'engage à pas céder mes titres, et je peux faire une transmission ici, là, ou après, l'idée c'est de le faire pendant, vous avez compris, et ben pendant cette transmission, cette donation de mes titres, je bénéficierai d'une exonération de 75%. Mais vous l'avez compris, des fois des clients me disent « Ouais, c'est super, j'ai bien compris l'intérêt, chiffre à l'appui, mais moi je ne sais pas, peut-être demain, potentiellement, je peux vendre ma boîte. Je n'ai pas 6 ans, moi si j'ai quelqu'un qui se présente, déjà si j'ai 65 ans, j'aimerais bien la vendre tout de suite. Donc là je vais me dire c'est un peu tard, il aurait fallu effectivement anticiper. » Ça, c'est vrai que c'est une des problématiques, c'est de se dire, aujourd'hui, on a souvent une expression qui est de dire, quand le capital y passe, il faut savoir le prendre. C'est vrai que des fois, on a 6 ans, s'il passe au bout de 2 ans, c'est quand même un peu délicat de ne pas vendre sa boîte parce qu'on a mis en place un engagement collectif de conservation. C'est vrai, ça, c'est la vraie problématique, elle est là. Mais bon, sur des activités où j'allais dire, on est jeune, on est en bonne santé et on projette de développer son activité, plus vous le faites tôt, vous n'avez pas d'objectif de vendre tout de suite votre activité, vous dites, là, moi, je vais encore développer ma boîte, peut-être je la vendrai dans 10 ans, dans 15 ans, il ne faut pas attendre, hein. C'est un pacte du trait à mettre en place très très rapidement et de transmettre à vos enfants. Vous allez me dire, oui, mais ils sont mineurs. Peu importe, vous pouvez tout à fait avoir des enfants mineurs dans une holding, que ce soit une société civile, ou que ce soit une SAS, ça pose absolument pas de souci. Ok, voilà, donc on voulait vous sensibiliser là-dessus. Alors, après, dernier point, on va regarder un petit peu plus ensemble les zones de risque, parce qu'on a beaucoup parlé d'avantages, vous l'avez compris, mine d'or, bombe à retardement, je pense qu'on a quand même plus d'avantages, mais on a quand même 2-3 petites bombes, Fadoua vous en a parlé sur le juridique, la requalification notamment des conventions. C'est arrivé sur un dossier, je peux vous dire que ça, c'est rédhibitoire, où vous avez votre société mère qui a du chiffre d'affaires et la fille, elle n'a pas le droit de déduire la facturation de la société mère, ça fait très très mal. Alors, un des schémas qui est c'est pas qui est problématique, mais sur lequel il y a une zone de risque, c'est le fameux schéma d'apport. Fadoua vous l'a dit, on peut créer une société ex nihilo, mais souvent, nous, on va vous conseiller par rapport. Donc ça marche très très bien. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Fadoua vous a décrit, le commissaire aux apports, etc.
Par contre, ce schéma-là, en fait, ça pose une problématique. Et celle-là, il faut faire, mais hyper attention, c'est que ça vous engage quelque part à maintenir le régime de l'apport, c'est-à-dire que la société mère ne peut pas vendre les titres de la filiale dans un délai de 3 ans. Sinon, votre plus-value, je vais aller vite, je ne vais pas trop décrire tout le schéma, ou alors de prendre des participations, ça marche aussi, c'est pas obligé que ce soit la holding qui achète du stock, qui investisse directement dans des machines-outils, ça peut se faire aussi par des prises de participation, parce que vous êtes dans une holding, la holding va prendre des participations dans des sociétés opérationnelles, au moins à hauteur de 60%. Alors, si par contre, vous l'avez compris, que vous l'avez bien mesuré, en cas de cession de la société opérationnelle postérieurement au délai de 3 ans, vous vous retrouvez dans une holding qui va vite se transformer en une espèce de grosse tirelire. Et après, on va retrouver ce qu'on disait avant, qu'est-ce que je fais avec l'argent que j'ai dans ma holding, de réinvestissement patrimonial, etc. Mais ça, j'allais dire, c'est des problématiques de riches, et c'est tant mieux. En tous les cas, vous avez optimisé à ce niveau-là. Et je le mets le tout quasi sans fiscalité sur la plus-value. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, ce qui se passe, c'est que je reviens avec mon histoire de plus-value qui était en report. Votre plus-value, elle est toujours en report. Hein. Le report, il est perpétuel. Le report, il est sur votre tête. D'ailleurs, ça se met dans votre déclaration de revenus. Et une fois que vous l'avez mis, chaque année, ça se reporte. Alors celui-là, bizarrement, ils n'oublient pas de le reporter, hein, l'administration. Autant les déficits fiscaux, ça passe à la trappe. Alors ceux-là, ils oublient de vous les reporter. C'est à vous, chaque année, d'y penser. Mais ceux-là, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais. Parce qu'il y a la fiscalité au bout. Donc ça, ils n'oublient pas de le reporter. En fait, souvent, on me dit, oui, mais alors du coup, mon report, finalement, il tombe quand? Il va bien tomber un jour, le jour où je vais vendre ma holding. Oui, mais en réalité, vous vendez une holding, vous? Enfin, vous rachèteriez une holding? Personne ne rachète d'holding, c'est personnel. Vous pouvez éventuellement la vendre à vos enfants, mais enfin, ce n'est pas un super cadeau. Vous pouvez plutôt la donner à vos enfants, mais après, chacun voit midi à sa porte. Mais effectivement, le report, il est perpétuel tant que vous ne vendez pas les titres de la holding. Mais en réalité, vous ne vendez jamais les titres de la holding, donc le report, il est perpétuel. Et tellement perpétuel qu'il se reporte sur la tête de vos enfants. C'est pour ça que ça peut être assez long dans le schéma. Donc, ça, il faut le savoir aussi, c'est que le délai, il se reporte, mais la condition, c'est que les enfants, vraiment, on gomme cette plus-value, à condition que les enfants conservent les titres de la holding pendant au moins 5 ans. Donc, si vous avez donné les titres de votre holding sur lequel il y a un énorme report de plus-value, le report de plus-value est sur la tête de vos enfants, on reporte sur leur déclaration de revenus, mais si les enfants gardent la holding pendant 5 ans, la plus-value, supprimée, bye bye, au revoir, on n'en parle plus. Mais c'est sûr qu'en termes de transmission, il faut un peu se projeter, etc. Mais ce n'est pas insurmontable, parce que si vous avez une holding qui a suffisamment de patrimoine avec suffisamment de rendement, bon, après, si vous n'êtes plus là, vous êtes décédé, vous me direz, les enfants, ils font bien ce qu'ils veulent, vous ne serez plus là pour le voir. Mais néanmoins, je ne vois pas l'intérêt d'enfants d'aller dilapider un patrimoine sur lequel ils auraient une fiscalité assez lourde à payer et sur lequel il y a un rendement assez conséquent. D'accord ? Voilà, donc c'est 5 ans, on vous dit 10 ans, si ça a fait lieu d'un remploi qu'on a vu tout à l'heure, je ne vais pas faire trop technique. Donc au-delà de ce délai, la plus-value est définitivement purgée. Donc vous l'avez compris, la stratégie de l'encapsulement, c'est une super stratégie du moment où elle est pilotée, du moment où elle est travaillée, du moment où on la réfléchit ensemble avec un notaire, avec une projection sur la retraite, où on essaye d'avoir des schémas d'organisation. Donc ce qu'on privilégie, vous l'avez compris, on anticipe, on fait une donation le plus tôt possible à ses enfants, on garde les pouvoirs au sein de la holding, on rédige des statuts sur mesure, ça marche très très bien. On conserve les titres, des titres en propre, on ne fait pas tout ou rien, enfin, on garde quand même quelques titres en propre pour avoir de la liquidité, on définit bien ses besoins financiers, on privilégie des investissements durables, je ne suis pas trop accro du Bitcoin, mais après je peux trouver des gens qui me disent le contraire, il n'y a pas de problème. On aménage les statuts de la holding pour conserver tous les pouvoirs. On va avoir Fadois qui sait très bien faire ça. Ce qu'on évite de faire, on évite de vendre la société opérationnelle dans les 3 ans, vous l'avez compris, sinon ma plus-value elle tombe, et là ça fait très très mal, parce qu'on n'a pas la trésorerie pour payer l'impôt sur la plus-value. On évite de décéder, oui d'une manière générale, on évite de décéder, c'est mieux, mais sans avoir transmis c'est encore mieux, et on évite évidemment de casser la tirelire holding, parce que on vient chercher, comme mon fils il vient chercher de temps en temps, papa est-ce que je peux prendre 5 € dans la tirelire? Évidemment mon fils, je lui dis vas-y fais-toi plaisir, c'est l'argent que tu as gagné. Voilà, c'est un peu pareil pour vous, c'est le petit clin d'œil, la petite image par rapport à ça. Et on en a fini.